On est le 15 mars 1995 devant la commission présidentielle américaine et ces deux femmes affirment avoir été affreusement torturées dès leur plus jeune âge par la CIA. Elles parlent de traitements par des drogues, des électrochocs et même d'entraînement à tuer. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. Beaucoup les prennent pour folles, mais pas le président. 7 mois plus tard, suite à la commission présidentielle, Bill Clinton, le président des États-Unis, fait une déclaration historique dans l'histoire américaine. The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments. Mais de quelle expérimentation parle-t-il? Et surtout, à quel point ces expérimentations sont-elles graves pour que le chef de la première puissance mondiale présente des excuses publiques? Cette histoire vous paraît peut-être un peu lointaine et pourtant, c'est peut-être la plus importante que vous regarderez aujourd'hui. Alors non, pas cette vidéo en particulier, mais le sujet qu'elle aborde. Et pour que vous compreniez pourquoi, parlons du sujet. Aujourd'hui, je me permets de vous emmener dans un voyage dont vous ne ressortirez pas indemne. Si je vous dis ça, c'est parce que depuis ma dernière vidéo sur la CIA il y a environ 3 mois, je n'ai cessé d'enquêter sur le programme MKUltra. J'ai lu des livres, visionné des documentaires, écouté des interviews et même lu les documents déclassifiés de la CIA. Et ce que j'ai découvert m'a profondément marqué. L'histoire que vous allez découvrir s'étale sur une cinquantaine d'années, continue probablement aujourd'hui et est remplie de monstres. Des hommes protégés par l'État le plus puissant au monde qui, au nom de la recherche scientifique, ont commis des atrocités. Elle contient également des réseaux de trafic d'humains international avec la complicité de politiques et des médecins les plus dangereux au monde. Mais elle aboutit sur des découvertes scientifiques que tout le monde devrait connaître, des découvertes à propos du contrôle mental. Et pour commencer notre voyage, arrêtons-nous ici. On est début août 1953 et la guerre qui oppose la Corée du Sud, alliée des Américains, et la Corée du Nord, alliée des communistes russes et chinois, vient de s'achever. Les soldats américains rentrent chez eux et parmi eux, il y a lui. Lui, c'est Claude Batchelor, un jeune soldat américain, mais qui, à la différence de ses autres camarades, n'est pas accueilli en héros. Pourquoi? Parce que Claude est soupçonné d'avoir collaboré avec les communistes, et effectivement, dès novembre 1950, Claude est capturé et placé dans le camp de prisonniers de Pyongyang, où il va faire des trucs très louches. Dès 1951, Claude envoie des lettres chez lui au Texas, non pas pour contacter sa famille ou sa petite amie, mais pour faire une chose que personne fait aux États-Unis en pleine guerre froide, critiquer le capitalisme, l'armée américaine et vanter les mérites du communisme. Les parents de Claude vont lire les lettres et ils disent « Non, c'est pas notre fils qui a écrit ça ». Pourtant, après vérification, les calligraphes sont unanimes, il s'agit bien de l'écriture de Claude. Ce qui va confirmer les soupçons de l'armée, c'est que des enregistrements sont publiés en Corée, où on entend Claude défendre le communisme. Corporal Batchelor, how did you become a progressive? By reading several of the books that the communists had and... Ok, mais ça prouve rien, je veux dire, à ce moment-là, tout le monde pense que Claude, pour faire des déclarations pareilles, il a dû vraiment passer un sale quart d'heure en Corée. Sauf que la guerre se finit, l'armistice est signé, l'armée américaine le retrouve, et à ce moment-là, Claude, il veut vivre en Corée du Nord avec les communistes. Donc là, tout le monde comprend qu'en fait, tout ce qu'il a écrit depuis le début et dit à la radio, c'était pas sous la menace, mais bien de son plein gré. En fait, c'est encore pire que ça. Non seulement Claude ne veut plus rentrer chez lui, mais avec lui, 21 soldats américains refusent d'être rapatriés. Et comme Claude, sont devenus pro-communistes. The only way to stop fascism in America is to do as I have done. Stand up and fight for our rights. Bon, autant vous dire que sur le coup, le commandement américain, il veut tous les fusiller pour trahison. Donc elle les rapatrie de force, ils passent tous en cour martiale. À ce moment-là, Claude risque jusqu'à 20 ans de prison pour trahison et collaboration avec l'ennemi. Mais le procès va prendre un tournant inattendu. Parce qu'au retour des soldats, leurs familles sont interpellées par d'étranges comportements. Ils vont donc faire appel au professeur d'Harvard Léon Friedman, un grand psychiatre, pour évaluer la santé mentale des soldats. Après des heures d'entretien, pour Friedman, c'est évident. Ils auraient tous subi un lavage de cerveau lors de leur captivité en Corée. Mais il y a un truc qui va particulièrement le perturber. Le psychiatre n'avait jamais vu un lavage de cerveau aussi sophistiqué. Au jugement, Claude et les autres soldats recevront des peines plus clémentes, mais quand le gouvernement étudie les analyses des psychiatres, ils sont un peu paniqués. Des communistes auraient développé une technique de lavage de cerveau révolutionnaire? Ils doivent très rapidement réagir, mais quand ils en informent le président Eisenhower, il est déjà au courant. Il répond simplement que des gens s'en occupent déjà. Mais de qui il parle? Et est-ce que l'armée américaine aussi pratique le lavage de cerveau? Pour comprendre, retour rapide en Corée en 1951.
Pendant que la guerre fait rage à 500 km dans un camp reculé de la Corée du Nord à Changsong, des agents secrets américains sont en repérage et ce qu'ils vont découvrir va profondément les marquer. Ces agents appartiennent à une nouvelle branche extrêmement dangereuse des États-Unis, la CIA. Si la CIA est considérée comme aussi dangereuse, ce n'est pas seulement parce qu'elle a un budget quasi illimité ou qu'elle jouit d'une immunité judiciaire totale. Si elle est aussi dangereuse, c'est parce que ses rangs sont composés des meilleurs espions de l'histoire. La CIA, ce n'est rien d'autre que l'OSS, et l'OSS, c'était les agents secrets américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand il y avait une usine chimique au beau milieu de l'Allemagne à trouver en 1943 et que ça grouillait de soldats partout, c'était eux qu'on envoyait. Les gars de l'OSS, c'est les agents secrets qui ont connu les théâtres d'opération les plus dangereux et violents de l'histoire humaine, et qui, pour arriver à leurs objectifs, devaient utiliser des méthodes franchement pas éthiques. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président Truman, il leur dit « Je vous aime bien les gars, mais vous êtes juste beaucoup trop dangereux. Votre simple existence justifierait une nouvelle guerre. » Donc il les démantèle. Sauf que 2 ans après, il y a une nouvelle guerre qui éclate, c'est la guerre froide. Et les États-Unis, à ce moment-là, ils ont plus que jamais besoin, non pas d'une grande armée, mais justement des meilleurs agents secrets du monde pour mettre discrètement le bordel chez l'ennemi communiste. Donc là, Truman rappelle la bande de fous furieux qui formait l'OSS et leur dit en gros vous voyez ce que vous avez fait contre les nazis ? Eh ben vous me faites exactement pareil contre les communistes. Et pour être sûr que tout ça se passe comme prévu, Truman leur donne une carte blanche, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à aucune loi. Il leur donne quasiment aussi budget illimité, parce qu'on déconne pas avec les communistes. Et dernier détail, ils ne s'appelleront plus l'OSS, mais la CIA. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur la CIA, donc après celle-ci, vous savez quoi regarder. Ok, maintenant que vous voyez à qui on a affaire, on retourne en Corée du Nord où la CIA n'est pas venue faire du tourisme. Leur seul objectif, c'est de comprendre pourquoi les soldats américains passent de l'oncle Sam à Mao Zedong en aussi peu de temps. Et ce qu'ils découvrent à l'intérieur de ces camps est bouleversant. Dans le camp de Changsong, les communistes ont mis en place un protocole de torture psychologique pour endoctriner les soldats américains. À partir de là, la CIA décide de s'en inspirer, ils lancent leur propre programme de recherche sur le contrôle mental. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will, and even against such fundamental laws of nature as self-preservation. Le directeur de la CIA, Allen Dulles, retenez-le bien, lui il veut un programme qui égalerait celui de la bombe nucléaire. Ouais, il voit vraiment les choses en grand. Et pour avoir les moyens de ses ambitions, la CIA veut les meilleurs. Mais quand on parle de contrôle mental, c'est quoi les meilleurs ? Bon, déjà, il faut des médecins du cerveau, des psychiatres, psychologues, mais aussi des types qui s'y connaissent en torture psychologique. Et si possible, des gars qui se torchent avec les droits de l'homme, qui n'auront aucun scrupule à commettre les pires atrocités. Ah oui, et si en plus ils détestent les communistes, c'est vraiment le mieux. Eh bien figurez-vous qu'au début des années 50, des gars qui répondent exactement à ces critères, il y en a quelques-uns. Pour commencer, la CIA s'oriente vers l'ennemi naturel de la Chine, le Japon. Pourquoi le Japon ? Déjà parce qu'ils aiment pas du tout les communistes, mais surtout parce qu'au sein de l'armée japonaise, il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale une unité très particulière, l'unité 731. L'unité 731 de l'armée impériale japonaise est créée en 1935 au cours de la guerre entre la Chine et le Japon. À cette période, les troupes japonaises ravagent la Mandchourie et commettent de véritables massacres sur la population civile. Les Chinois sont déshumanisés par l'armée japonaise, ils s'en servent comme cobayes pour des expériences abominables. Dirigée par le général et microbiologiste Shiro Ishii, l'unité 731 expérimente les pires tortures sur les prisonniers. Il est rapporté dans leurs fichiers des tests de vivisection sans anesthésie, des expositions au feu ou au froid extrême et différentes tortures psychologiques. En août 1945, 150 000 civils sont pulvérisés en l'espace de 3 jours. L'empereur Hirohito comprend que face à l'atome, son pays n'a aucun espoir de gagner. Après la reddition, l'armée américaine occupe le Japon. Parmi eux, des agents de l'OSS découvrent les recherches de l'unité 731. Et malgré toute l'abomination de leurs actes, aucun d'entre eux ne sera condamné, et c'est pour une raison bien précise. L'armée américaine et l'OSS proposent un accord secret à Shiro Ishii. Il lui dit « Ok, toi et ta bande, vous avez commis des crimes de guerre, mais si vous nous donnez vos recherches, on vous promet une immunité totale. » Shiro Ishii fait mine de réfléchir 2 minutes, mais bon, il a vu de quoi étaient capables les Américains. Alors non seulement il accepte, mais en plus il reste disponible pour les aider dans leurs recherches si besoin est. Donc en 1951, quand la CIA frappe à la porte de Shiro Ishii et de ses lieutenants pour un projet de contrôle mental, tous répondent présent. On a donc la première équipe clandestine du projet, mais pour un programme de contrôle mental révolutionnaire, c'est insuffisant. Allen Dulles, le directeur de la CIA, il veut son projet Manhattan, c'est-à-dire un truc tellement révolutionnaire que même les meilleurs scientifiques russes ne puissent pas le reproduire. La CIA s'oriente alors vers d'autres grands scientifiques du contrôle mental, des types au moins aussi sadiques que l'unité 731.
Et sur Terre, il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais heureusement, Allen Dulles contacte des vieilles connaissances, les scientifiques des camps de concentration du Troisième Reich. Pour comprendre pourquoi le directeur de la CIA connaît les scientifiques des camps de concentration, il faut remonter un peu le temps. On est fin avril 1945 en Allemagne, et alors que Berlin est en ruine, Allen Dulles, membre de l'OSS, est chargé d'une mission secrète par le président américain. Son objectif est de négocier avec le chef de l'ASS, le général Karl Wolff, des informations capitales pour l'après-guerre. Karl Wolff est le dernier au courant de là où se trouvent les scientifiques et les armes expérimentales du Troisième Reich. Si Allen n'obtient pas ces informations, ce sont les soviétiques de Staline qui risquent de s'en emparer. C'est pourquoi lors des négociations, il promet l'immunité à tout le monde, au général Wolff comme aux scientifiques qui accepteront d'aider les États-Unis. Comme pour les Japonais, Wolff fait semblant de réfléchir 2 minutes, mais il sait qu'il n'aura jamais mieux, alors il accepte et donne toutes les informations demandées. Dès mai 1945, le gouvernement américain lance l'opération Paperclip, un immense coup de filet sur tous les scientifiques allemands. En l'espace de 6 mois, c'est près de 2000 scientifiques qui sont ramenés aux États-Unis. Le plus célèbre d'entre eux, c'est lui, Wernher von Braun. Chef du projet Aggregate en Allemagne, il construit les premières fusées et finira aux États-Unis directeur de la NASA. Pas mal comme promotion. Mais dans leur filet, l'OSS ramène aussi des gars comme lui. Kurt Blome, chef de l'armement chimique du Troisième Reich, et Kurt Plotner, médecin dans le camp de Dachau. Leurs connaissances en matière de drogue, de torture psychologique et de maladies font d'eux des recrues de choix pour l'épouvantable programme que prépare la CIA. Enfin, pour compléter l'équipe, Allen veut quelqu'un de la maison, un homme de confiance sur qui la CIA peut compter. Et pour ça, il ne fait pas appel au meilleur scientifique comportemental des États-Unis, mais plutôt une sorte de petit génie des drogues, un homme de la trempe de ceux avec qui il va bosser. Autrement dit, une sorte de psychopathe quoi. Celui qui sort du lot, c'est lui, Sidney Gottlieb. Le docteur Gottlieb travaille dans la recherche scientifique pour l'armée américaine depuis plus de 10 ans. Mais il a 2 caractéristiques particulières qui vont l'élever en à peine 2 ans au rang de directeur scientifique de la CIA. Premièrement, Gottlieb ne présente pas de signe d'empathie sur ses cobayes, et deuxièmement, il a une véritable passion pour tous les produits et méthodes qui altèrent la conscience humaine. Sa lubie lui vaudra le surnom de boutique des horreurs. Une théorie dont on parlera mieux plus tard explique que Allen Dulles aurait rencontré Sidney Gottlieb au sein du Bohemian Club, un groupe élitiste aux pratiques ésotériques. Mais on en parlera plus tard. Pour que vous compreniez bien qui est Sidney Gottlieb, permettez-moi de vous raconter l'expérience de Bill Buckley. On est à New York en 1951 et le jeune officier Buckley, fraîchement recruté par la CIA, est chargé d'assister le docteur Gottlieb dans ses recherches. Une mission simple qui va le marquer à vie. Un matin d'automne, il a rendez-vous pour la première fois avec Gottlieb dans son bureau, et Bill est très impressionné car le docteur possède tout le dernier étage d'un immeuble. Mais quand l'ascenseur s'ouvre, il hallucine. Tout autour de lui, il voit des piles de bocaux remplis de poudre, de champignons et toutes sortes d'animaux. Le docteur lui dit de pas s'inquiéter, que c'est pour le travail parce qu'il cherche un sérum qui oblige les gens à dire la vérité. Au cours de son passage auprès de Gottlieb, Bill va participer à l'expérimentation des mélanges des produits hallucinogènes les plus puissants de l'époque. On est le 20 août 1951 et Allen Dulles réunit Shiro Ishii, Kurt Blome et Sidney Gottlieb à Fort Detrick. Fort Detrick, c'est une sorte de mini-ville construite pour la recherche scientifique de l'armée et de la CIA. Allen leur dit qu'en gros, la guerre qui se passe contre le communisme n'est pas une guerre d'armée, mais une guerre d'esprit. Que face à eux, les communistes ont développé des méthodes de contrôle mental révolutionnaires. Donc la mission est simple, s'ils sont vraiment les meilleurs, ils doivent faire mieux. Ils doivent créer un programme de manipulation mentale tellement puissant qu'il aboutira à un nouveau soldat. Un soldat manipulable qui ignore jusqu'à sa propre condition de soldat. La demande doit sûrement vous paraître floue, mais pour ces horribles médecins qui ont torturé des milliers d'hommes, elle est limpide. Ils doivent créer un assassin qui s'exécute sur commande, puis qui oublie tout. Ce jour-là, Allen Dulles ne se rendait probablement pas compte qu'en demandant ça, il a franchi une frontière, celle qui sépare la science de la manipulation totale de l'âme humaine. Tell me, Major, in all the world, who is the most secret agent? Anyone who manages to stay secret. But there's an even more ideal agent. One who doesn't know he is an agent. Alors, je me permets juste de prendre l'air malgré le temps gris parce qu'après des heures de recherche sur MKUltra, j'en ai grand besoin. Là, je suis à la campagne, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, mais je peux toujours surveiller l'heure. Alors non, je regarde pas l'heure parce qu'il y a un nouveau couvre-feu, vous en faites pas, mais je regarde l'heure pour vous parler de cette montre. Elle m'a gracieusement été envoyée par une marque autrichienne qui fait des montres et bijoux à partir de matériaux naturels, Holzkern. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de mêler un esthétisme moderne à du bois ou du marbre. Et le résultat, c'est ce genre de modèle qui personnellement me plaît beaucoup. Sur leur site, vous trouverez des gammes de prix destinées à tous les budgets, pour hommes comme pour femmes, et il faut dire que leur packaging a quand même son petit charme.
D'ailleurs, si tant est que les montres ne soient pas du tout votre tasse de thé, Holzkern c'est aussi des sacs, des bijoux et même des lunettes de soleil. J'en avais marre que chaque été, j'avais des lunettes pas du tout adaptées à mon visage qui me faisaient une vraie tête d'imbécile. Alors que sur leur site, tu peux directement filtrer les lunettes en fonction de ta forme de visage, ce qui t'aidera largement pour trouver ton choix. Bien que les fans me représentent une petite partie de mes abonnés, je tiens quand même à le dire, Holzkern fait aussi de superbes montres et bijoux. Personnellement, j'ai offert ce collier et il a fait son effet. En haut de l'écran, je vous affiche leur QR code. Toutes les livraisons et retours sont gratuits sous 24 jours et les articles garantis pendant 2 ans. Alors, si leurs produits vous intéressent, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description dans laquelle vous trouverez un lien pour accéder à leur site sur lequel vous pourrez utiliser le code MEDI pour profiter de 15% de réduction. Et oui, j'utiliserai mon propre code pour m'acheter d'autres montres. Et alors ? Bon, sur ce, on peut y retourner. Le premier projet qui unit notre équipe de médecins criminels de guerre s'appelle Artichoke. Il se base sur une expérience qui vaut vraiment le détour. En 1924, à Leningrad, le docteur Ivan Pavlov va faire une découverte révolutionnaire qu'il n'avait pas du tout prévue. Pavlov, il éduque des chiens, mais 5 secondes avant de les nourrir, il fait un truc bien précis. Il fait sonner une cloche. Au début, les chiens salivent en voyant la nourriture, mais au bout de quelques semaines, dès que la cloche sonne, les chiens se mettent à saliver. Ils ont associé la cloche à la nourriture. Ils sont donc conditionnés, programmés. Le stimuli de la nourriture s'est associé au bruit de cloche. Bien entendu, l'équipe sur le projet Artichoke connaît cette histoire, mais c'est pas celle-ci qui les intéresse le plus. On est dans la nuit du 23 septembre 1924 et des trombes d'eau s'abattent sur Leningrad. La ville est inondée. Au matin, Ivan Pavlov se rend à son labo et voit que l'eau est montée de plus d'1 mètre. Il découvre avec horreur que plusieurs de ses chiens sont morts noyés. Mais tout n'est pas perdu, car il en voit quelques-uns toujours enfermés dans leur cage et avec juste leur tête qui dépasse péniblement au-dessus de l'eau. Il se jette dans l'eau et à la nage, il s'empresse de les secourir. Il les réchauffe, les soigne, mais il voit au fond de leurs yeux le traumatisme terrible qu'ils viennent de vivre. Plusieurs jours passent, l'eau se retire du labo et Pavlov va pouvoir reprendre ses recherches. L'heure de manger des chiens arrive et, comme à son habitude, il fait sonner la cloche, mais quand il observe les chiens restent indifférents. Inquiet, il refait sonner la cloche. Les chiens semblent interpellés par le bruit, mais aucun d'eux ne salive. Pavlov sort donc la nourriture, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se mettent enfin à saliver. Plus il réfléchit, plus c'est évident, l'inondation est responsable du changement, mais il veut quand même confirmer ses doutes. Alors pendant des mois, il reconditionne des dizaines de chiens en faisant sonner la cloche avant de leur donner à manger, puis arrive une nuit où, comme d'habitude, Pavlov met les chiens dans leur cage, mais cette fois-ci, il laisse un robinet de son laboratoire allumé. Il inonde le laboratoire. Au matin, Pavlov rentre dans son labo, constate le même spectacle qu'il y a quelques mois et libère les chiens de leur supplice. Et là, quand l'heure de manger arrive, Pavlov fait retentir la cloche, observe les chiens et... plus rien. Les chiens sont totalement déconditionnés. Ce jour-là, le docteur Ivan Pavlov avait découvert un principe fondamental du contrôle mental. Les traumatismes peuvent dissocier l'esprit. On est le 19 février 1954 à Fort Detrick. Ça fait 3 ans que le projet Artichoke a été lancé. Et Allen Dulles veut voir l'efficacité de ses chercheurs qui lui ont prévu une grande démonstration. Toute l'expérience que je vais vous raconter ici risque de vous paraître invraisemblable. Elle est pourtant à 100% authentique. L'intégralité est tirée de ce document déclassifié de la CIA en 2010. Bon bah si vous êtes prêts, allons-y. On est dans une pièce sans fenêtre où en face d'une secrétaire se trouve un agent de la CIA. L'agent la pointe du doigt, récite quelques phrases et la secrétaire semble hypnotisée avant de s'endormir profondément. L'agent fait ensuite rentrer une deuxième secrétaire dans la pièce et cette fois-ci, il lui donne un ordre totalement différent. Il lui dit d'essayer de réveiller sa collègue et si elle ne réussit pas, elle devra rentrer dans une rage folle, prendre une arme et tirer dans la tête de sa collègue. Après avoir fini ses explications, l'agent pose tranquillement son pistolet sur la table et sort de la pièce. Dans le rapport de la CIA, il est dit que la secrétaire déteste les armes, elle n'a jamais tiré sur personne. Et pourtant, après avoir échoué de réveiller sa collègue, elle semble être possédée, enragée. Elle s'empare du pistolet, le pointe droit vers la tête de la secrétaire endormie et appuie sur la gâchette. L'arme était déchargée, bien entendu. Allen Dulles, derrière une vitre sans teint, est bouche bée. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Après avoir appuyé, la secrétaire enragée tombe dans les pommes. Les 2 femmes endormies sont réveillées quelques minutes plus tard, l'agent de la CIA les rejoint et leur demande « Alors, qu'est-ce que cette expérience vous a fait ? Vous venez quand même d'utiliser une arme ?» Choquée par la question, la secrétaire nie tout et raconte de nouveau qu'elle a horreur des armes et qu'elle n'en a jamais touché de sa vie. Après l'expérience, Allen Dulles comprend que son équipe est sur quelque chose d'immense, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et alors même si au fond de lui, il se dit peut-être que tout ça va un peu trop loin, d'un autre côté, il pense aussi aux Russes qui sont peut-être encore plus développés qu'eux.
Et si c'est avec cette technique qu'il retournait des soldats américains? Pour lui, peu importe le prix, il faut continuer dans cette voie. Il décide alors d'en finir avec les petits projets de contrôle mental. Il veut créer le projet ultime, celui que même les Russes ne pourront pas dépasser. Celui qui révolutionnera la manière de faire la guerre. Voici comment a été créé MK Ultra. Le projet MK Ultra, c'est le plus gros projet de l'histoire de la CIA. Allen Dulles est convaincu que si le projet arrive à son terme, les États-Unis remporteront la guerre froide, alors pour atteindre cet objectif, il va y mettre les moyens. 10% du budget annuel de la CIA part pour les 149 sous-projets de MK Ultra. La CIA investit dans 86 institutions prestigieuses d'Amérique et d'Europe. On parle des plus grandes universités d'Amérique, des hôpitaux, des asiles psychiatriques et même des prisons. The decision was made to do testing on unwitting victims. It was decided they should be on the fringes of society because they were most vulnerable. It was the borderline underworld, prostitutes, drug addicts, and other small-timers who would be powerless to seek any kind of revenge in case they found out. En tout, c'est 185 chercheurs, dont les plus brillants de l'époque, qui sont financés par la CIA. Et parmi eux, laissez-moi vous présenter les deux plus importants, ceux qui ont fait le plus avancer le projet MK Ultra, sans même faire partie directement de la CIA. Le premier, c'est lui, le psychiatre Ewen Cameron. Ce docteur est une véritable star en son domaine, parce qu'en plus de diriger l'Institut psychiatrique Allen Memorial de Montréal, Ewen est également président de l'Association américaine de psychiatrie. Fait notable, il est aussi un proche d'Allen Dulles. En 1946, le futur patron de la CIA lui confie la mission d'évaluer l'état mental de Rudolf Hess, l'un des principaux dirigeants nazis avant le procès de Nuremberg. Bref, vous l'aurez compris, le docteur Cameron, c'est pas n'importe qui. Le deuxième dont on va parler, c'est lui, le docteur William Sargant. Directeur du département psychiatrique de l'hôpital Saint-Thomas de Londres, il est le psychiatre le plus en vue de la capitale britannique. Ces deux docteurs partagent de très nombreux points communs. Ils sont tous les deux psychiatres, tous deux des références absolues en leur domaine et touchent beaucoup d'argent de la CIA pour les recherches sur le MK Ultra. De plus, ils sont tous deux amis avec le docteur Gottlieb, directeur des recherches du MK Ultra. Et enfin, tout comme Gottlieb, les deux docteurs partagent une passion en commun. Une passion assez inhabituelle, les religions antiques. En fait, ce qui les intéresse le plus, c'est comment certains rituels antiques réussissaient l'exploit de dissocier une personne. Dissocier, voilà un terme avec lequel vous n'êtes sûrement pas très familier. Vous en faites pas, vous allez très vite le comprendre. William Sargant, dans son livre La bataille pour l'esprit, dit « Les méthodes d'initiation religieuse se rapprochent tellement des techniques politiques modernes de lavage de cerveau que l'une jette la lumière sur les mécanismes de l'autre. » Maintenant, permettez-moi de vous raconter l'histoire antique qui faisait penser ça à Sargant, mais aussi à Cameron et Gottlieb. En Grèce, au 6e siècle avant Jésus-Christ, a commencé un étrange rituel pour la guérison des malades. Les oracles de Trophonios préparaient le malade à vivre une expérience terriblement traumatisante. Le malade devait faire un jeûne de plusieurs jours, était privé de sommeil et sacrifier de nombreux animaux. On le faisait ensuite descendre seul dans un souterrain étroit et sans lumière. Au bout du tunnel, il arrive dans une grotte mythique, la grotte de Trophonios. Dans cette grotte, les gaz qui s'exhalent, l'absence de lumière et le manque d'oxygène ne tardent pas à provoquer des visions cauchemardesques au malade. Et là-dedans, le malade doit y rester un jour et une nuit. Après ça, les oracles viennent le récupérer. Il tombait parfois sur un corps sans vie, mais pour ceux qui survivaient, il sortait de cette caverne littéralement transformé. Il disait être connecté avec les dieux et avait régulièrement des visions. Ils étaient décrits comme des hommes nouveaux. Le mot extase vient du grec ekstasis, qui signifie sortie du corps. Le passage dans la caverne de Trophonios était décrit comme une expérience de mort imminente. Les malades se voyaient en dehors de leur corps. On a aussi d'autres histoires de rituels antiques qui mettent en lumière ce qui sera les bases de la dissociation MK Ultra. Ces pratiques remontent à l'époque de l'ancienne Babylone et l'Égypte ancienne. Le livre des morts égyptien était l'écrit préféré d'Ewen Cameron et Sidney Gottlieb, et pour cause. Les rituels de ce culte visaient à produire des états altérés de conscience, une expérience mystique avec un état d'extase et d'union avec le divin. Cet état d'extase est le fondement même de la programmation MK Ultra. D'ailleurs, vous devez vous demander pourquoi est-ce que la CIA a appelé ce programme MK Ultra. MK veut dire Mind Control, contrôle mental en français, et Ultra pour souligner le contrôle total de la victime. Mais il y a un truc qui cloche, contrôle en anglais ne s'écrit pas avec un K mais avec un C. Pourquoi cette modification? Normalement, ceux qui ont vu ma vidéo sur la CIA le savent, mais je vais quand même vous réexpliquer pourquoi. La première théorie, c'est que MC Ultra sonnerait comme MC en anglais, comme Mac. Donc ça ne correspondrait pas à la prononciation de contrôle, mieux représentée par un K. Mais une autre théorie dit que K viendrait de l'allemand. Effectivement, contrôle s'écrit avec un K en allemand, et pour honorer la paternité du projet aux différents scientifiques du Troisième Reich qui auraient bossé sur le projet, ils auraient écrit contrôle avec un K. Dès 1951, au début du projet Artichoke, Allen Dulles avait déjà défini le but ultime du programme MK Ultra,
Il s'agit de créer le soldat parfait, capable de voler, séduire, assassiner, voire se tuer sur commande sans jamais révéler ses secrets car incapable de s'en souvenir. Pour atteindre un objectif aussi fou et irréaliste, les moyens que vont utiliser les programmeurs du MKUltra vont devoir être d'autant plus fous et irréalistes. Se basant sur les récits des religions païennes, la première étape de la programmation MK est de désorienter la victime, et pour ça, les produits idéaux sont les drogues hallucinogènes. Pendant que je vais vous dérouler les différents problèmes qu'ont rencontrés les scientifiques du MKUltra, vous allez essayer de deviner le profil type d'une victime du MKUltra, parce que ce genre de programmation n'est possible que sur un seul type de profil. Bien, commençons. Le premier problème que rencontre Sidney Gottlieb concerne les drogues à administrer pour commencer la reprogrammation. Vous vous souvenez de Bill Buckley, ce jeune agent de la CIA chargé d'accompagner Sidney Gottlieb dans ses recherches. On le retrouve à l'hiver 1953 dans les laboratoires de Fort Detrick en compagnie de Sidney Gottlieb. Aujourd'hui, Bill amène un jeune soldat au docteur, un volontaire naïf qui souhaite seulement servir son pays. Le soldat d'à peine 20 ans arrive dans une salle où on le fait asseoir, on lui sert à manger, à boire, et même on rigole avec lui pour qu'il se détende. Puis au bout d'une dizaine de minutes, le soldat commence à ne plus se sentir bien du tout. Gottlieb sait parfaitement ce qui se passe et lui demande de décrire ce qu'il voit. Le jeune soldat, qui transpire énormément, dit que les murs de la pièce ondulent, et que le sol vibre sous ses pieds. Les minutes passent et il est pris de panique, puis s'effondre en pleurant. Gottlieb le questionne alors sur ses activités militaires. Terrifié, le jeune homme lui révèle des détails personnels, des secrets intimes avant d'être totalement terrorisé et de s'évanouir. Le docteur est assez ennuyé du résultat de l'expérience. Avant l'arrivée du soldat, il avait mis un sérum expérimental dans son verre. Un mélange de LSD ultra pur combiné à des extraits de psilocybine, un champignon mexicain hallucinogène qui était utilisé dans les cérémonies Inca. Si Gottlieb est insatisfait, c'est parce que le résultat de l'expérience ne correspond pas à l'ambition initiale de la CIA. Le but était d'obtenir un sérum qui hypnotiserait le soldat, mais manifestement, ce mélange est beaucoup trop violent. En plus de la drogue, les docteurs sont confrontés à un deuxième problème. Sur qui cette drogue sera efficace ? Dans les 149 sous-projets du MKUltra, les chercheurs de la CIA vont tenter leur mélange sur des prisonniers de guerre, sans franc succès. Puis des soldats volontaires comme le jeune militaire drogué par Gottlieb, mais là aussi, ces hommes ne semblaient pas réceptifs. Ils essaieront ensuite sur la population civile et même sur des membres de la CIA. Mais comme la plupart des autres essais, ils ont conduit à des drames. L'un des cas les plus marquants est celui de Frank Olson. En 1953, Frank est l'un des principaux scientifiques de Fort Detrick. Ce mari et père de famille aimant est admiré par ses 3 enfants. Son aîné, Eric, ne voit pas beaucoup son père, mais attend avec hâte ses retours de mission pour jouer avec lui. Mais ce jour-là, le destin d'Eric va basculer. On est le 28 novembre 1953, quand un agent de la CIA frappe à la porte de la maison des Olson. Eric, âgé de 8 ans, entend sa mère crier et s'effondrer en sanglots. Ce matin, le père d'Eric a été retrouvé mort au pied de sa chambre d'hôtel à New York après une chute de 10 étages. Le corps, considéré comme trop endommagé pour le présenter à la famille, Eric ne reverra jamais le visage de son père. La raison de sa mort ? La CIA est formelle. Frank Olson était gravement dépressif et il a mis fin à ses jours. Pour être précis, sur les rapports, il est écrit que Frank a « drop » de sa fenêtre, c'est-à-dire laissé tomber en français. Alors c'est un détail pour le moment, mais gardez-le bien dans un coin de votre tête. Pour Alice, sa femme, cette version ne tient pas debout. Effectivement, son mari passait dans une mauvaise passe, il lui disait que son travail devenait trop dur et qu'il pensait démissionner. Mais de là à se tuer et l'abandonner, elle et ses 3 jeunes enfants, impossible. Mais la personne la plus perturbée par cette histoire, c'est Eric, l'aîné. Cette nouvelle m'a complètement paralysé. Pas uniquement parce que je venais d'apprendre la mort de mon père. C'était le moins troublant, quelque part. Il avait eu un accident et il était tombé, ou il avait sauté par la fenêtre. Comment ces termes pouvaient-ils être compatibles ? Dès ses 20 ans, il commence à enquêter, mais avec ses petits moyens, l'affaire semble peine perdue et il se contente de ce que lui a dit la CIA. Puis un matin, il tombe sur ce journal. En 1975, le journaliste Seymour Hersh publie un article explosif en première page du New York Times. Les expériences sur le LSD menées par la CIA auraient provoqué en 1953 le suicide du scientifique civil Frank Olson. Mais pendant 22 ans, on a fait croire à sa famille qu'il avait mis fin à ses jours dans un accès de folie sans précédent. Face à un tel scandale, le président Gerald Ford invite la famille Olson à la Maison Blanche et il veut leur présenter des excuses. Alors, ces excuses sont peut-être sincères, mais elles sont surtout une manœuvre pour que la famille Olson renonce à un procès et accepte l'accord à l'amiable. Ford ne nous a pas vraiment expliqué pourquoi il nous demandait pardon. Et j'ai appris par la suite qu'on lui avait ordonné de ne rien dire. La nouvelle thèse officielle, c'est que Frank Olson ne s'est pas drop par la fenêtre dû à une dépression, mais dû à une mauvaise réaction au LSD. Cette nouvelle version est crédible,
Néanmoins, Eric semble insatisfait. Ok, son père a été drogué pendant des mois au LSD. Mais ça reste son père qui aime sa famille, je veux dire, même drogué, il serait vraiment devenu assez fou pour plonger à travers une fenêtre du 10e étage? C'est pas impossible, mais toute cette histoire et ces mensonges de la CIA lui laissent quand même des sacrés doutes. Loin d'avoir apaisé ses doutes, les révélations de la CIA poussent Eric à consacrer les années qui suivent à redoubler d'efforts pour découvrir la vérité. Il examine tous les documents de la CIA à sa disposition. Il dort dans la chambre d'où son père se serait jeté, rencontre tous les anciens collègues de son père et même un certain Pastor, le gardien de l'hôtel. Pastor avait travaillé dans toutes sortes d'hôtels, il avait vu des meurtres organisés par la mafia, des suicides, bref, tous les comportements humains imaginables. Et selon lui, ça n'avait absolument rien d'un suicide. Pendant 2 décennies, l'affaire reste au point mort. Eric finit par être convaincu qu'il n'apprendra jamais la vérité sur la mort de son père. On est en 1994 et Eric arrive enfin à faire exhumer le corps de son père pour avoir le fin mot sur les causes de son décès. Après plusieurs jours d'enquête, le médecin légiste est formel. Frank Olson présente des fractures au crâne incohérentes avec la chute qu'il a fait. Le père d'Eric était probablement déjà mort quand il est tombé de sa chambre d'hôtel. D'après eux, c'était la preuve qu'il avait reçu un coup dans la chambre. Si ça avait été causé par le choc contre la vitre, il ne serait pas passé par la fenêtre. Pour Eric, c'était clair depuis le début, mais ce qui va encore plus le conforter dans cette thèse, c'est quand il lit le manuel d'assassinat de la CIA de 1953. La meilleure méthode pour assassiner quelqu'un, c'est de le pousser du toit ou d'une fenêtre d'un gratte-ciel. Et ensuite, il vous suffit de dire que vous n'avez rien vu. Après toutes ces années, j'ai enfin appris la bonne expression. Ce n'était ni tomber, ni sauter, ni plonger. Ils employaient l'expression « laisser tomber ». Ils avaient écrit « Avant de laisser tomber le sujet, il est préférable de le frapper à la tête pour l'assommer ». Ce n'est donc qu'au cours d'une vie d'enquête que le fils aîné de Frank est arrivé à cette conclusion. Son père n'a pas mis fin à ses jours. Il a été assassiné par la CIA. Et selon Eric, si son père a été assassiné, c'est parce qu'il était sceptique sur les méthodes préconisées par le nouveau programme MKUltra. Mais il en savait trop pour que la CIA le laisse simplement démissionner. Gottlieb a alors décidé de tester son sérum sur Frank afin de le contrôler. Seulement, Frank était trop stable dans sa vie pour que les méthodes de Gottlieb fonctionnent sur lui. La CIA a donc préféré s'en débarrasser. Le cas de Frank Olson, c'est la démonstration qu'un homme stable n'est pas la bonne cible pour la programmation MKUltra. Il fallait un autre profil. Mais qui ? Dans cette ignoble quête, énormément de pistes ont été étudiées, au point où même Allen Dulles finit par croire que le projet n'aboutira jamais. Mais finalement, en 1960, des résultats impressionnants vont arriver du docteur Ewen Cameron. Dans l'Institut Allen Memorial au Québec, le docteur Cameron s'occupe de centaines de malades mentaux. Sur conseil de Sargent et Gottlieb, il teste différentes pratiques, thérapie du sommeil, électrochoc, cocktail de drogue. Mais là où il obtient les meilleurs résultats, c'est quand il couple ces méthodes avec des tortures psychologiques visant à isoler le patient et lui faire perdre la raison. Cameron wrote that this was the way to make direct controlled changes in personality. I thought this was the coldest and most impersonal treatment that anybody could give to anybody in the world. Aujourd'hui, il enregistre une séance thérapeutique avec une femme présentant des troubles de la personnalité. Il monte la bande vidéo pour conserver uniquement les passages où la femme parle de sa mère, qu'il a abandonnée étant enfant. Ce qu'il fait ensuite est abominable. Il va diffuser en boucle un extrait où la patiente se plaint de sa mère et analyser les réactions. Lors des premières écoutes, la patiente dit avoir exagéré ses mots contre sa mère. À la 15e, elle dit détester écouter ça. À la 19e, elle éclate en sanglots et dit que tout ce qu'elle a dit était vrai. À la 30e, elle se met à trembler de manière incontrôlable et hurler qu'elle déteste sa mère. À la 40e écoute, elle entre dans un état de transe et dit qu'elle se déteste et commence à se frapper elle-même. Ce n'est qu'à la 45e écoute que le docteur Cameron arrête l'enregistrement. La patiente est toujours éveillée, mais elle semble ne plus être consciente d'elle-même. Plusieurs heures plus tard, quand la patiente semble avoir retrouvé ses esprits, elle a changé de personnalité. Elle ne se souvient pas de ce que le médecin lui a fait subir et surtout, son trouble dissociatif de la personnalité semble encore plus marqué qu'avant. À ce moment-là, pour Cameron, c'est évident. À ce moment-là, il comprend que le meilleur moyen de graver une nouvelle personnalité chez quelqu'un, c'est de sélectionner des personnes déjà atteintes d'un trouble dissociatif de l'identité, puis tout simplement détruire l'une de leurs personnalités. Ce traitement abominable que je vais vous expliquer en détail sera le modèle type de la programmation MKUltra. Mais avant, revenons juste sur un point, c'est quoi un trouble dissociatif de l'identité? Appelé parfois schizophrénie, les troubles dissociatifs de l'identité sont des personnes qui ont plusieurs personnalités. Un TDI pourra un jour être Marc, jeune garçon jovial qui adore le football, et le lendemain il deviendra Léo, un adulte agressif et méfiant. Someone else needs to call Corey out.
Good. Well, why don't we do that now? Okay. All right. Corey, I'd like to speak with you if I could, please. Hi, Corey. Do you remember me, Corey? Les troubles dissociatifs de l'identité sont généralement provoqués par un grave traumatisme durant l'enfance. Les enfants abusés sexuellement ou exposés à des violences extrêmes scindent leur esprit en plusieurs personnalités qu'on appellera altères. Ces altères permettront à l'enfant de vivre normalement, sans porter le poids des traumatismes tout le temps. Et ce qui intéresse par-dessus tout les psychiatres du MKUltra, c'est qu'une personne souffrant de ce trouble ne se souvient pas de ce que ses autres personnalités font. Une sorte de mur amnésique se dresse entre chacun de ces altères. La personne est donc tout simplement dissociée. We are not professing to tell you the complete story of these activities. We are professing to tell you the complete story that we know. But these records that we've uncovered don't tell the story. On est en août 1977 et lors d'une grande commission d'enquête, le Sénat américain a pu obtenir 20 000 documents. Ces documents portant sur le projet MKUltra ont pu échapper à la grande destruction de 1973 ordonnée par le directeur de la CIA Richard Helms. Grâce à ces documents, on va pouvoir reconstituer le processus de programmation MKUltra utilisé par la CIA. Défini par les principaux psychiatres du programme, le processus suit les 3 D. Debility, soit rendre quelqu'un abruti. Dépendance, que tout son monde soit organisé et contrôlé par les programmeurs. Et enfin, Dread, la terreur. La victime doit vivre un traumatisme. Ok, avant de continuer notre voyage dans l'horreur, il y a un arrêt qui me semble très important. À travers l'exemple de cette femme, nous allons vivre, ou plutôt subir, une programmation MKUltra. En 1965, Karen Wetmore a seulement 13 ans lorsqu'elle est admise à l'hôpital du Vermont. Elle y fera plusieurs séjours jusqu'à sa majorité. Elle souffre de dépression sévère après avoir subi des actes de pédophilie de la part d'un voisin. Internée contre son gré, on la coupe de tout contact avec sa famille, en expliquant que c'est pour son bien. La victime est donc choisie en fonction de 2 critères. Elle doit être atteinte de troubles dissociatifs de l'identité, premier point, et être isolée socialement, donc famille quasiment absente. Karen Wetmore, internée dans un hôpital du Vermont en 1965, est une candidate parfaite. La première étape de la programmation est de couper la victime du monde extérieur. Karen n'avait droit à aucun contact avec le dehors, et tous ses effets personnels lui sont pris. Tout ce qui la rattache à son ancienne vie lui est pris. Elle est placée dans une société miniature, un huis clos où seul le réconfort viendra des programmeurs. On se sentait dans un état d'abandon total. Vous êtes là, attaché, enfermé dans cette pièce, et qu'importe si vous criez, qu'importe ce que vous dites, personne ne viendra à votre secours. Les programmeurs sont les maîtres de ce petit monde. Ils montreront que ce n'est que grâce à eux si la victime est encore en vie. Et cette première phase déjà bien troublante n'est que le début de la programmation. Après plusieurs jours, les programmeurs s'attaquent à l'identité de la victime. Elle lui affirme par exemple qu'elle n'est pas de la nationalité qu'elle pense être, qu'elle ne porte pas le prénom qu'elle pense avoir. Plein de petites choses dans le genre pour faire douter la victime sur son identité. Les médecins s'acharnent sur Karen. Ils veulent lui effacer la mémoire et en faire un robot à leur merci. Dans le même temps, les programmeurs s'attaquent à la logique même de la victime. En plus des drogues hallucinogènes, ils vont trafiquer les horloges, les faire avancer puis retarder. Ils vont sans cesse la questionner avec des questions absurdes et des affirmations contradictoires. Tu dois faire ce qu'on t'a pas dit. Tu ne te souviens pas que tu as choisi d'être là? Les programmeurs utilisent des tons de voix totalement inadaptés vis-à-vis des situations. Ils crient pour demander ce que la victime souhaite manger et chuchotent gentiment pour donner des ordres absurdes. Face à l'avalanche de non-sens, la victime commence doucement à sombrer dans la folie. Ils m'ont donné 1800 mg, ce qui est apparemment une dose énorme. Et cette nuit-là, je me suis plainte d'entendre des voix d'hommes dans ma tête qui me tourmentaient et m'obsédaient. Et j'ai tenté de m'immoler par le feu. L'étape suivante passe un cran au-dessus dans la violence. C'est la dépendance par la soumission. Les programmeurs vont priver de nourriture la victime pendant plusieurs jours. Laisser exprès dans une pièce interdite un repas pour que la victime la mange, puis la culpabiliser en l'accusant d'être une voleuse. À force d'accusation, elle se persuade de ne pas avoir bien agi et qu'elle mérite ce qui lui arrive. Puis quand la victime est totalement soumise au programmeur, la dernière phase de programmation MK commence, la terreur. La victime subit des violences incohérentes, on lui demande de faire un travail pour lui dire qu'elle n'a rien compris et elle est battue pour ça. Humiliée publiquement, les programmeurs ne donnent plus aucun vêtement à la victime, la privent de sommeil, lui font prendre des douches glacées puis bouillantes. Là, c'est écrit « attaché en totalité ». Ça veut dire la camisole de force. Et attaché donc, ils ont attaché mes bras et mes pieds. C'était sans interruption, jour après jour, semaine après semaine. Vous dormez sur le sol. Sur le sol.
sans couverture ni quoi que ce soit, et mes bras étaient attachés comme ça dans mon dos. C'est très douloureux, ça rend fou, totalement fou. Et j'étais toute nue. Je pense que ça faisait partie des efforts qu'ils faisaient pour me détruire. Tout ce qu'ils ont fait visait à me détruire. Isolés, soumises et terrorisés, les programmeurs passent ensuite à la mémoire de la victime. Nombre d'électrochocs et le nombre de secondes pendant lesquelles ils les ont maintenus. Nombre de chocs, 30, 30, 35, 35, 35, et ils l'ont fait à chaque fois pendant 40 secondes. Normalement, les électrochocs, c'est pas plus d'une seconde, et sûrement pas au nombre de 30 ou 35. Ils cherchaient certainement à effacer ma mémoire, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils écrivent aussi pendant cette session, pas d'arrêt cardiaque, nouvel électrochoc. Donc je pense qu'ils m'en ont remis une dose parce qu'ils n'ont pas réussi à provoquer l'arrêt cardiaque. C'est impardonnable. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ils ont fait ça. J'en suis certaine. Les médecins voulaient provoquer un arrêt cardiaque? Mais pourquoi? La suite de la programmation nous renseigne. Après plusieurs semaines de ce traitement, les trous de mémoire commencent. La victime oublie en quelle année nous sommes et parfois jusqu'à son propre prénom. Mais les programmeurs attendent un moment précis, le moment où la victime n'a plus vraiment d'identité. Ce sera extrêmement décisif car c'est le moment où ils devront faire entrer la victime dans un état de transe. Et c'est seulement dans cet état où les programmeurs peuvent graver une nouvelle personnalité dans le cerveau. Traitée comme les chiens de Pavlov, la victime est rééduquée selon les besoins des programmeurs. Les nouveaux comportements sont incités à la victime par des récompenses et la désobéissance sanctionnée par des punitions. Si la victime se conforte à la personnalité encouragée par les programmeurs, elle retrouve un certain confort de vie. Avec le temps, les programmeurs changent de visage, toutes les tortures cessent et ils deviennent aimables avec la victime, qui est désormais traitée en humain. Cette décompression psychologique soudaine valide dans le cerveau de la victime que sa nouvelle personnalité dressée et soumise est la bonne, la seule qui lui apporte du réconfort. Et après avoir subi toutes ces horreurs, elle devient même reconnaissante du processus de programmation. Au cours des 20 années de recherche de la CIA sur MKUltra, des dizaines de milliers de personnes vont subir ce traitement. Et face à un nombre aussi délirant de victimes, il fallait bien qu'un jour, quelque chose sorte. L'homme que vous voyez parler, c'est Seymour Hersh. C'est le premier à avoir rendu public le projet MKUltra. On est en décembre 1974 et dans le New York Times sort cet article. Seymour Hersh a été contacté par d'anciens employés de la CIA qui ne supportaient plus les techniques de l'agence. Et les révélations qu'ils font vont défrayer la chronique. Dans l'article, la CIA est accusée d'avoir drogué au LSD des prisonniers, des militaires et même des civils. Alors certes, c'est une infime partie de l'ampleur du programme MKUltra, mais les accusations sont suffisantes pour lancer une enquête. Sauf qu'enquêter sur la CIA aux États-Unis, c'est presque comme devoir faire des critiques de son patron. C'est toujours extrêmement délicat et aucun agent ni du FBI ni d'une personnalité politique ne veut s'y coller. Finalement, c'est lui, Frank Church, qui va lancer la charge. Frank est sénateur depuis plus de 20 ans. Très respecté, il devient président de la commission d'enquête contre la CIA appelée Commission Church. Mais Frank ne se rendait pas vraiment compte à qui il avait affaire. On est en 1977 et après 2 ans d'enquête, Frank remet ses conclusions au Congrès. Il s'agit d'un document de 173 pages qui explique précisément les méthodes qu'ont utilisées la CIA pour le projet MKUltra. En fait, en 1973, c'est Richard Helms, le directeur de la CIA en personne, qui a détruit les documents concernant MKUltra. Et Frank, lorsqu'il parle au Congrès de ses recherches, il va vraiment pas mâcher ses mots concernant la CIA. Il les traite de Gestapo américaine. Traiter la CIA de Gestapo, ces mots-là, ils vont pas les oublier. Après 24 ans à son poste de sénateur, Frank est victime d'une campagne de diffamation dans les médias. Des tracts anonymes sont massivement distribués dans l'Idaho, là où il était élu. Cette campagne de dénigrement lui feront perdre son poste en 1980. Mais à ce moment-là, Frank il abandonne pas, il est convaincu d'avoir été victime d'un complot. Alors il poursuivra son combat contre le projet MKUltra, et ce jusqu'à ce qu'il périsse subitement d'un cancer 4 ans plus tard, en 1984. Alors officiellement, d'après la CIA, le projet MKUltra s'est fini en 1973 et a été conclu par la destruction des documents de Richard Helms, le directeur qui a d'ailleurs démissionné juste après. Néanmoins, des événements très suspects vont avoir lieu au cours des années 80. Des affaires gravissimes qui vont conduire plusieurs personnes à croire que MKUltra s'est bien poursuivi au-delà de 1973. On est le 12 août 1983 en Californie, et la police vient de recevoir un témoignage glaçant d'une mère de famille. Judy Johnson accuse le personnel de la McMartin Preschool d'avoir abusé de son fils de 2 ans et demi. Elle évoque à la police des actes particulièrement bizarres et terrifiants. Son fils lui aurait confié d'avoir participé à des rituels dans des tunnels secrets sous l'école. Lors de l'enquête, la police va chercher à savoir si le fils délire ou si effectivement il y a eu des abus.
Alors pour ça, elle va envoyer une lettre à plus de 200 familles leur demandant de questionner les enfants, et la réponse est sans appel. Que ce soit à leurs parents, à la police ou aux psychologues, près d'une centaine d'enfants avouent avoir été abusés et surtout, les psychologues reconnaissent chez les enfants des signes évidents de troubles dissociatifs de l'identité. Mais le plus bouleversant reste les manières dont les enfants ont été abusés. Tout comme le fils de la mère Johnson, il parle de rituels dans les souterrains de l'école, de costumes et d'horribles masques. Ces détails très spécifiques et récurrents vont mettre la puce à l'oreille à un homme, Ted Gunderson. Ted Gunderson, c'est un élément clé pour comprendre l'affaire McMartin, mais aussi les deux autres affaires qui vont suivre. On est en 1979 et Ted est directeur du FBI à Los Angeles. Mais en mars de cette année, il prend une étrange décision. À 51 ans, après 28 ans de service, ce haut cadre du FBI décide subitement de démissionner. En vérité, Ted n'a pas démissionné, mais a été obligé de partir, car il mettait son nez là où il ne fallait pas. Depuis plusieurs années, il accusait le FBI et la CIA de protéger certains membres d'une élite politique économique qui, d'après lui, font partie des réseaux d'abus de mineurs. Plus grave encore, pour Ted, ces réseaux n'étaient pas simplement de l'attirance pour des jeunes personnes, mais ils alimenteraient des expérimentations secrètes sur le contrôle mental, et qu'à des fins expérimentales, ces élites pratiquent des rituels et de la prédation d'enfants. Après son départ forcé du FBI, Ted consacrera sa vie à la traque de ces réseaux. Donc lorsqu'éclate l'affaire McMartin School en 1983, l'ancien agent du FBI va mettre toute son expérience au service des familles des victimes. Quand l'affaire explose, elle jouit d'une grande médiatisation, mais elle est surtout détruite par les médias mainstream, qui la présentent plus comme une panique morale qu'un vrai abus d'enfants collectifs. Those children, some of them as young as 2 years old, were photographed by the suspects. Kiddie porn was the primary purpose for the alleged sex of children. De 1987 à 1990, le procès le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis a lieu. Les parents des victimes attendent des conclusions qui corroborent le témoignage de leurs enfants. Mais les conclusions disent tout le contraire. Le témoignage des enfants est démonté par les avocats des accusés et considéré comme inaudible du fait de l'âge des enfants inférieur à 6 ans au moment des faits. Les masques, déguisements et surtout les tunnels n'ont pas été retrouvés par les enquêteurs. Le juge, malgré le témoignage accablant d'une centaine d'enfants, n'ordonne aucune condamnation et les jurés, malgré les 13 chefs d'accusation restants, n'arriveront tout simplement pas à se mettre d'accord. Au final, personne n'est condamné. Suite au verdict, Ted Gunderson et certaines familles des victimes décident de mener leur propre enquête. Ils se rendent donc sur les lieux de l'école, mais ce qu'ils découvrent les choque. L'école a été complètement détruite. Un chantier est actuellement en cours de construction. Mais loin de les décourager, ils se cotisent pour engager Gary Stinkle. Gary, c'est un célèbre archéologue qui va mener des fouilles sur le site de l'école. Pour ça, il utilise des techniques de pointe telles que des radars à pénétration de sol, et suite à ces fouilles, il est formel. Il y a bien eu un réseau souterrain sous les ruines de l'école. Il y a non seulement eu un réseau souterrain, mais aussi de nombreux ossements. Quand les familles apprennent ça, pour elles c'est plié, elles font immédiatement remonter les informations au juge, et même l'archéologue Gary dit même qu'il est prêt à témoigner lors d'un procès. Mais pour le juge, c'est insuffisant. Il faut quand même se rendre compte que c'est un procès qui a duré près de 8 ans et qui a été le plus cher de l'histoire des États-Unis. Et face aux familles, le juge leur dit qu'il ne peut rien faire, que pour un procès de cette ampleur, il faut plus qu'un simple expert. D'autant plus que l'expert choisi pendant le procès était tout aussi formel et a dit qu'il n'y avait pas de tunnel ni d'ossement. L'affaire McMartin finira donc sur un non-lieu, laissant des enfants traumatisés mais sans coupable. Les années suivantes, 2 autres affaires très troublantes vont éclater avec toujours des enfants traumatisés et tous atteints de troubles dissociatifs de l'identité. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler que bien que ces affaires soient réelles, les conclusions à en tirer quant à elles restent parfaitement théoriques. C'est pourquoi, à la différence de tout ce qui s'est passé avant 1973, là où on avait des sources sûres, ici, toutes les conclusions sont de l'ordre de la théorie. Cela dit, nous verrons par la suite que ces affaires et les témoignages des victimes font directement écho au programme MKUltra. L'affaire suivante se déroule en novembre 1988, quand un scandale éclate dans la ville d'Omaha, dans le Nebraska. Une coopérative de crédit est accusée de fraude massive, mais ce que les enquêteurs découvrent est bien plus grave. Lawrence King, le directeur général de cette coopérative, est accusé par des adolescents de diriger un réseau de trafic d'enfants destiné à des élites américaines. King avait lancé dans les années 70 une sorte de banque à but non lucratif pour aider les enfants défavorisés à obtenir des prêts. Ce statut de bienfaiteur va lui donner une certaine notoriété publique et il deviendra même un membre influent du Parti républicain. Mais en 1988, il y a absolument tout qui s'écroule dans la vie de King. En plus de cette fraude financière, une nouvelle enquête est lancée suite à des accusations bien plus graves. King aurait organisé un trafic d'enfants dans les foyers d'accueil qui dépendaient de la coopérative. Le responsable de cette enquête parallèle, c'est lui, Lawrence Schmidt, le chef républicain du comité bancaire du Nebraska. Et dans une déclaration, il dit avoir été immédiatement menacé. I received a phone call on the floor of the legislature. The caller did not identify himself. But he said, Lauren, you do not want to have an investigation of the Franklin Federal Credit Union. And I asked who I was speaking to, and they said, that doesn't matter, but you shouldn't have that investigation. And I said, well, why not? He said,
it will reach to the highest levels of the Republican Party. And we're both good Republicans. Malgré tout, l'affaire suit son cours et la première à témoigner, c'est elle, Caroline Stitt. The night before we testified before the legislative committee, I did receive a phone call at home that said, if you speak, you won't live to regret it. À ce moment-là, Lawrence Schmidt se sent extrêmement menacé et pour protéger l'enquête, il fait appel à des enquêteurs professionnels, Gary Carodari et Karen Ormiston. Cette affaire, elle va rendre ces enquêteurs complètement fous et après des mois d'enquête, Carodari pense avoir assez de preuves à apporter au juge pour faire condamner King non seulement pour des fraudes, mais pour trafic d'êtres humains en bande organisée. Voici ce que déclarait l'une des enquêtrices. They were telling us about prominent people in Omaha and elsewhere that were abusing children at parties. Il existe plusieurs témoignages filmés de deux prétendues victimes, Paul Bonacci et Alicia Owen. Alors malheureusement, les descriptions faites sont beaucoup trop trash pour YouTube, mais ce qu'ils décrivent ressemble étroitement à une programmation MKUltra. A lot of it was me handcuffed with my hands behind my head and my feet tied, and doing different things. What do you mean? En 1990, alors que le procès a lieu dans 8 mois, pour les enquêteurs, c'est plié, ils ont gagné. Puis d'un coup, le FBI s'en mêle, et là, il conclut que le témoignage des victimes est totalement faux. FBI's attitude was, just no, these kind of things don't happen. From the first interview, when I went, and realized they don't believe a fucking thing I'm saying, they are. It's not going to be believed, they said. It will not be believed. You will be found guilty of perjury, and they weren't telling me maybe. They were saying, there's no way. You go on with this story, you're going to jail. That was said to me direct. La plupart des victimes ne tiennent pas le coup et retirent leurs témoignages, notamment Alicia Owen. Donc à ce moment, les enquêteurs ils sont pris de panique, ils se mettent à chercher partout des nouveaux témoignages, mais ils sont aussi mis sous pression. Gary was threatened several times. His vehicles were tampered with. I would think whoever tampered with them, it was a scare tactic because it was so obvious that they were being tampered. On est le 11 juillet 1990, à quelques mois du procès. L'enquêteur Gary Carodari et son fils de 8 ans reviennent de Chicago à bord d'un avion. Quand soudain, les corps de Gary et son fils sont retrouvés sans vie dans l'épave. Mais je vous mets les premières conclusions de l'enquête du crash, et ça c'est intéressant à entendre. National Transportation Safety Board investigators say wreckage from the crash is apparently strewn over a 3/4 to 1 mile long stretch in this field. The fact that the wreckage is scattered over a large area certainly demonstrates that it did break up in flight. The exact mechanism of breakup yet is still unknown. L'avion de Gary aurait été piégé et aurait explosé en vol. Et quand l'autre enquêtrice veut récupérer les recherches de Gary, elle trouve plus rien. En fait, le FBI avait tout pris en moins de 24 heures. À ce moment-là, pour les autres enquêteurs et les témoins, ils se disent que c'est très clair. Ce crash-là, c'est pas un accident, c'est un avertissement. Puis finalement, tous les témoignages des victimes sont retirés avant même que le procès commence, et Larry King n'est plus inquiété pour ces accusations. Mais quelques jours avant le procès, un des témoins revient sur ses déclarations. Il dit qu'il est finalement prêt à témoigner et accuse le FBI de l'avoir obligé à renoncer à son témoignage. Mais son courage n'a pas été vraiment récompensé. Larry King est condamné pour fraude et le juge mentionne qu'effectivement il aurait payé pour des services auprès des jeunes gens. Mais la cour rejette toutes les allégations concernant un réseau de trafic d'enfants. Comme l'affaire de l'école McMartin, l'affaire Franklin laisse de nouveau plusieurs victimes sans aucun responsable. Là vous devez vous demander, mais quels sont les liens directs ou supposés avec une soi-disant suite avec MKUltra? Laissez-moi vous parler d'une troisième affaire encore plus sordide que les deux autres, et là on fera la connexion. On est le 4 février 1987 à Washington, quand une fourgonnette s'arrête sur un parking d'un supermarché. À l'intérieur se trouvent 6 enfants, sales, nus, affamés, sans identité, avec 2 hommes étranges qui les accompagnent. La fourgonnette, sur le point de reprendre la route, est arrêtée par des policiers qui avaient entendu des bruits suspects. Ils fouillent le véhicule et tombent horrifiés sur les 6 enfants. Une enquête est immédiatement ouverte et on apprend que les 2 hommes qui transportaient les enfants appartiennent à une étrange communauté alternative appelée les Finders. Pour les policiers, les Finders sont une secte qui dissimule quelque chose de très grave. Elles décident logiquement de fouiller les propriétés des cadres de cette communauté et ce qu'ils découvrent va leur glacer le sang. Des photos d'enfants, des étranges documents d'instruction pour acheter des enfants, du matériel médical, des traces de sacrifices et un ordinateur avec d'horribles vidéos. Le chargé de l'enquête, c'est lui,
l'agent spécial Ramon Martinez, et pour lui il n'y a pas de doute, il vient de dénicher un réseau. Après plusieurs années d'enquête, des agents du FBI entrent dans le bureau de la police avec des documents fédéraux. Ils leur disent en gros que maintenant l'enquête c'est à eux, et si jamais il y a un policier qui s'amuse à continuer les recherches, ça sera considéré comme une entrave. Ce qui va se passer ensuite est surréaliste. 3 jours plus tard, le FBI déclare que les preuves sont insuffisantes et le département de la justice classe l'affaire sans suite. Le dossier Finders est définitivement fermé. Incrédule, la police est abasourdie par la décision du FBI. Même le service des douanes était convaincu que cette affaire-là, c'était un réseau de pédocriminalité. Mais la réaction la plus violente, c'est celle de Martinez, celui qui était chargé de l'enquête initiale. Lui, il va juste péter un câble. Il va passer plusieurs années de sa vie à rédiger un rapport. Dedans, il démontre d'une part que les preuves contre les Finders sont accablantes, mais qu'en plus l'affaire a été bloquée à cause des agents du FBI. Et la dernière chose très intéressante dans son rapport, c'est qu'il démontre que le chef des Finders, c'est Marion Pétier. Et ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Marion Pétier, c'était un sergent-chef de l'US Air Force, mais surtout il était chauffeur pour la CIA et le département d'État américain. Bon, autant vous dire que malgré les efforts de l'agent Martinez, l'affaire est définitivement bouclée. Les membres des Finders sont libérés et les enfants qui présentent des troubles dissociatifs de l'identité sont juste accompagnés par un psychiatre et placés en famille d'accueil. L'affaire connaîtra bien un retournement, mais seulement en 2019. À ce moment-là, des documents déclassifiés du FBI révèlent que l'affaire a été clôturée de manière inexplicable, mais que le résultat des courses reste le même. Donc là, on a 3 affaires qui mêlent toutes des enfants qui ont développé un TDI, mais aucune condamnation. Pour Ted Gunderson, l'ancien directeur du FBI, ces 3 affaires sont reliées à une seule et même entité, la CIA, et à un seul et même programme, MKUltra. Et pour lui, MKUltra aurait pris une dimension encore plus dangereuse. Et pour comprendre, retour rapide le 11 octobre 1977. Segment 3 this evening is titled The Children and the CIA. We've learned a lot of unknown activities of the CIA in years past, some of them disturbing, to say the least. Tonight, we'll learn of the agency's interest in children. Paul Altmaier of our investigative unit has assembled these facts. These are home movies taken in the 1950s at a European camp of the Children's International Summer Village, a program designed to bring together children from around the world for a better understanding of one another. NBC News has learned that the CIA was studying these youngsters, some as young as 11, as possible future recruits. According to CIA documents we have examined, this was Sub-Project 103 of the agency's top-secret MKUltra program. Les sous-projets 102 et 103 du programme MKUltra visaient non seulement des enfants, mais ils cherchaient surtout à identifier lesquels seraient les meilleurs candidats pour une programmation. Dans la partie qui va suivre, notre voyage nous emmène dans une région très sombre. On va découvrir ce qui est considéré pour certains enquêteurs comme la suite du programme MKUltra. Un projet encore plus terrifiant que tout ce que nous venons de voir, parce qu'il mêle la programmation MK à des abus rituels et du trafic d'enfants. Mais à la différence de tout ce qu'on a vu depuis le début, je le répète, mais le projet dont je vais vous parler là reste théorique. Il est théorique car toutes les sources ne viennent que d'enquêtes indépendantes non reconnues par la justice américaine. Ils viennent aussi de témoignages de victimes prétendues. Aujourd'hui encore, aucun document désarchivé de la CIA parle de ce programme. Mais alors dans ce cas, pourquoi je vous en parle? Si je vous parle de ce que beaucoup appellent une théorie du complot, c'est parce que comme vous l'avez vu lors des affaires de l'école McMartin, Franklin et des Finders, ce n'est pas parce qu'une cour de justice ne condamne personne qu'il n'y a pas eu ni crime ni victime. Ça me semble donc logique de faire valoir le récit des enquêteurs privés, des psychologues, psychiatres et potentielles victimes, qui eux sont convaincus que la CIA a continué leur programme. I was an FBI agent for 27.5 years. Judges, law enforcement, prosecutors, attorneys, doctors, some many prominent individuals, including actors, actresses, professional football and baseball players, are involved in these type activities. Et puis bon, si vous aimez les théories, là vous allez être servi. Voici donc l'histoire théorique de ce qui serait la suite clandestine du programme MKUltra. Le projet Monarch. Des théories sur la genèse du projet Monarch, il y en a beaucoup, mais celle qui m'a le plus interpellé, c'est celle-ci. On est le 15 juillet 2000. L'animateur de radio Alec Jones s'est discrètement introduit dans un domaine privé au beau milieu d'une forêt de séquoia en Californie. Et la vidéo qu'il va prendre avec sa caméra cachée est pour le moins dérangeante. Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi cette espèce de totem géant? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en robe? Et enfin, c'est quoi ces horribles cris qu'on entend à la fin? Pour comprendre, on va remonter un petit peu le temps. On est en 1872 et un petit groupe de l'élite de San Francisco décide de fonder un groupe d'un nouveau genre. Ils souhaitent se retrouver l'été et se détendre sans parler boulot. Leur nom, le Bohemian Club. Leur emblème, c'est une chouette. Alors c'est un animal qui vous évoque peut-être rien, mais qui est pourtant rempli de sens. La chouette, elle voit la nuit. Elle est donc une métaphore de ceux qui voient ce que les autres ne voient pas.
de ceux qui ont conscience d'une vérité cachée aux yeux des autres. En plein été, les 2 dernières semaines de juillet, le Bohemian Club se retrouve ici, dans une forêt de séquoia au nord de San Francisco. Alors comme dans tous les clubs d'été, on va avoir des banquets, des beuveries, des discours qui sont tenus par des personnalités, mais celles-ci sont particulièrement importantes. C'est littéralement les personnalités les plus influentes du monde occidental. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser au Bohemian, c'est ce qui se passe à la dernière nuit. Le dernier jour de juillet, la bande de copains organise un étrange rituel, le Cremation of Care, bûcher des soucis en français. Et comme vous l'avez deviné, c'est cette cérémonie qui a été filmée dans la vidéo. Donc fin juillet, les 2500 membres du Bohemian Club se retrouvent au beau milieu de cette forêt, ils enfilent des robes et s'apprêtent à assister à cet étrange rituel. Ce grand bûcher, c'est un mélange de rituels druidiques, de rituels sacrificiels babyloniens et de rituels maçonniques d'Écosse. Dans un premier temps, les participants prient la chouette, le symbole du club. Cela dit, cette chouette peut avoir une autre signification. Dans le Talmud, Lilith est une figure mythologique juive. C'est une femme démon qui est représentée par une chouette et qui prend possession des nouveau-nés pendant la nuit. Ce point-là est particulièrement intéressant pour la suite du rituel. Le bouquet final du rituel est lorsqu'arrive dans un cercueil ouvert amené par un homme avec un masque en forme de tête de mort, une effigie de la taille d'un enfant. Cette effigie est censée représenter les soucis et les péchés des gens qui sont présents lors du rituel. L'effigie de l'enfant est donc brûlée pour les libérer de ses contraintes. Et c'est justement à ce moment qu'on entend des gens crier. L'aspect religion païenne arrive surtout à ce moment-là. Sur le programme donné aux spectateurs, il y a un démon nommé PJ, et il a 2 cornes qui balayent des cendres. Ce serait une référence aux oracles qui, après avoir pratiqué un sacrifice humain, récupèrent les cendres pour d'autres rituels. Sur le programme, on aperçoit aussi clairement la silhouette d'un enfant brûlant dans les flammes. Ces rituels païens étaient surtout pratiqués pour chasser le mauvais sort ou obtenir une sorte de renaissance par la souffrance du sacrifié. Bon, là vous vous demandez sûrement, ok, mais c'est quoi le lien avec MKUltra? Eh bien le Bohemian Club, comme toutes les sociétés secrètes d'élite, a des membres prestigieux en son sein. Et en l'occurrence, le Bohemian a vu passer du très beau monde, mais surtout, des gens qui décident du sort de l'humanité. Par exemple, en 1942, on a cette photo. Ici, on a tous les membres du projet Manhattan qui a créé la bombe nucléaire. Tous faisaient partie du Bohemian Grove, Robert Oppenheimer, le chef du projet, et tous les autres membres importants. Ce serait donc au Bohemian Grove qu'aurait pu se créer le projet Manhattan. Maintenant, voici d'autres photos avec des membres éminents du Bohemian Grove. On a ici Ronald Reagan et Richard Nixon, 2 présidents des États-Unis. D'ailleurs, en fait, tous les présidents républicains depuis la Seconde Guerre mondiale, excepté Donald Trump, en étaient membres. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que la quasi-totalité des membres influents du projet MKUltra en font partie. On retrouve Allen Dulles, le directeur de la CIA de 1953 à 1961, principal cerveau du projet MKUltra, avec Sidney Gottlieb, chef du projet, puis Richard Helms, directeur de la CIA. On a aussi le père et le fils de la famille Bush, tous 2 présidents, dont le père était également directeur de la CIA. Tous ces éléments vont faire que pour certains enquêteurs comme Ted Gunderson ou même l'écrivain Fritz Springmeier, c'est au cours des réunions du Bohemian Club que le projet MKUltra et Monarch auraient été pensés et décidés. Et cette théorie est renforcée par plusieurs facteurs. Le premier, c'est ce rituel ésotérique du Cremation of Care. Il serait même l'inspiration de la programmation Monarch, mais on y reviendra plus tard. Le second, c'est qu'en 1996, le directeur de la CIA a investi des dizaines de millions de dollars sur des projets de recherche en parapsychologie. La parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes paranormaux en lien avec le psychisme humain. Ce directeur, c'était George Bush père, qui par la suite est devenu président des États-Unis, mais qui était surtout un membre éminent du Bohemian Club. Il reprend la suite de l'un des derniers projets du MKUltra, MK Offen. Au-delà des liens avec le Bohemian Club, c'est bien ce projet MK Offen qui doit le plus nous interpeller. Tout ce que je vais vous dire à propos de ce projet a été prouvé par des documents déclassifiés de la CIA. En 1972, la CIA s'intéresse à tout ce qui a attrait au paranormal et à l'ésotérisme, les possessions démoniaques et tout ce qui s'ensuit. Richard Helms, le directeur, sait qu'au sein du projet MKUltra, personne n'est mieux placé que lui pour pouvoir mener les recherches. Je pense que vous le reconnaissez, Sidney Gottlieb. Après avoir vu les prodiges du projet MK, le docteur Gottlieb est convaincu d'un monde paranormal. Faut dire qu'entre les tortures et les drogues, à mon avis, le bonhomme il était un peu dingo. Gottlieb, qui est passionné depuis des décennies par les religions païennes, débloque des millions de dollars pour investir dans toutes les recherches en lien avec l'ésotérisme. Dès 1972, donc à peine 1 an avant l'arrêt officiel de tous les projets MK, la CIA investit dans l'Institut Esalen, un centre de recherche du mouvement New Age en lien avec la parapsychologie et situé non loin du fameux Bohemian Club. Gottlieb réunit des spécialistes en démonologie, des kabbalistes et occultistes en tout genre, et fonde même un enseignement de sorcellerie à l'université de Caroline du Sud. Fait assez curieux, actuellement les résultats de recherche du projet MK Offen, comme d'ailleurs tous les documents de la CIA qui comportent le préfixe psy, c'est-à-dire liés à la parapsychologie, sont automatiquement classifiés, donc considérés comme top secret. La suite vous la connaissez, la CIA clôture tous les projets liés à MKUltra et Richard Helms détruit des dizaines de milliers de documents. Et si, loin d'avoir clôturé le projet, la CIA avait continué clandestinement leurs recherches?
Et si par exemple les investissements massifs de George Bush père à la tête de la CIA en 1976 pour la parapsychologie n'étaient pas une simple lubie ésotérique, mais simplement la suite d'un projet bien plus grand. Vous vous souvenez en début de vidéo, je vous avais montré les excuses publiques de Bill Clinton en 1995. Ces excuses sont donc en réaction à plusieurs témoignages, notamment celui de ces deux femmes, lors de la commission présidentielle. Le 15 mars de la même année, Christine de Nicola et Claudia Melen ont raconté les horribles tortures qu'elles auraient subies dès l'enfance. Les accusations sont gravissimes, elles mettent en cause la CIA de les avoir programmées pour en faire des soldats. Les noms de Sidney Gottlieb, Richard Helms sortent, mais surtout, les descriptions des sévices font froid dans le dos. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible. L'histoire de ces deux femmes est extrêmement intéressante car elle nous éclairera sur la suite potentielle du projet MKUltra. Christine et Claudia sont nées dans les années 60 aux États-Unis et leur enfance ressemble beaucoup à celle vécue par Karen Wetmore. Abusées par leur père, elles développent dès l'âge de 4 ans des troubles de la personnalité. À l'âge de 6 ans, elles commencent à fréquenter un hôpital psychiatrique. Elles tombent sur le docteur Wilson Green. Ce docteur préconise aux fillettes un protocole exceptionnel pour stabiliser leur personnalité. Mais en vérité, ce traitement fera exactement tout le contraire. Le docteur Green s'avère être un proche de Sidney Gottlieb et est financé par la CIA. Le traitement infligé aux fillettes n'est rien d'autre que l'application du programme MKUltra. Claudia et Christine sont donc droguées aux hallucinogènes, électrocutées, mais à la différence de Karen, ces deux femmes témoignent avoir subi une programmation militaire dans une base de l'Arizona. Là-bas, Christine et Claudia auraient été exposées à des images ultra-violentes et entraînées comme pour devenir des soldats. Elles décrivent des entraînements à ouvrir des serrures, à se camoufler et tuer des poupées qui ressemblaient à de vraies personnes. Elles parlent également d'étranges séances où des bruits terrifiants sont diffusés dans l'oreille droite et une musique douce dans l'oreille gauche, des exercices où elles doivent faire des mouvements précis de la main droite et des exercices plus grossiers de la main gauche. Pour Valerie Wolf, leur psychothérapeute, Christine et Claudia ont eu des exercices de conditionnement du cerveau perfectionnés pour maîtriser leur personnalité multiple. À l'âge adulte, Christine n'aurait plus supporté la programmation et déclare avoir été encouragée à mettre fin à ses jours par ses programmeurs. Dr. Green used various mind control techniques to reverse the spy assassin messages, to self-destruct and death messages. Quant à Claudia, elle aurait connu une destinée totalement différente. Elle déclare avoir servi la CIA pendant plus de 20 ans en tant qu'espion. Elle aurait couché tantôt avec des hommes influents pour obtenir des secrets, tantôt elle assassinait des cibles pour la CIA. Between the years of 1957 and 1984, I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy. Après l'apparition de leurs témoignages, les grands médias mainstream les ont largement ignorés. Les accusations ont été perçues comme trop incroyables et violentes pour être prises au sérieux. Et le peu de médias qui en ont parlé ont pointé les problèmes mentaux des deux femmes et ont dit qu'ils ne pouvaient pas être pris au sérieux non plus. Ceci dit, leur témoignage est important parce qu'il va encourager des centaines de victimes de témoigner sur ce qu'elles auraient subi par la CIA. Par exemple, le témoignage de Brice Taylor qu'elle fait à Ted Gunderson, l'ancien agent du FBI, est assez intéressante. I was sent in usually with very detailed programming instructions where I was drugged and electroshocked and food and sleep deprived in order for them to lay in programming that would be specifically targeted to a certain individual, and I would be it would depend on what the profile of the person was, but I was usually sent in with instructions to seduce a person. Ou même celui de Christine Constance. I was ritually abused and mind controlled between the ages of 3 and 9 in the eastern states of Australia. My first psychiatrist gave me a diagnosis of borderline personality disorder, but she quickly changed that to dissociative identity disorder as the alters made themselves known. Lynn Moss-Sharman, Kathleen Sullivan et en tout, près d'une centaine de personnes se sont reconnues dans les témoignages de Claudia Melen et Christine de Nicola. Je peux pas tous vous les mettre sinon la vidéo durerait 5 heures, mais tous déclarent avoir été d'abord abusés au sein de leur famille, puis en hôpital psychiatrique, puis par la CIA qui aurait aggravé leurs troubles mentaux. L'un des témoignages les plus bouleversants, c'est celui de Cathy O'Brien et de l'ancien agent de la CIA Mark Phillips. The sexual abuse that I was enduring was so horrific that I developed dissociative identity disorder. Dans un livre appelé L'Amérique en pleine transformation, Cathy nous parle de son père à la tête d'un réseau de trafic d'enfants. Son père aurait été protégé par la CIA pour fournir des enfants à certains médecins. Elle aurait subi une programmation pour être ce qu'elle appelle un esclave présidentiel, c'est-à-dire un objet
rituels que certains hommes puissants utilisent. Mark Phillips, qui travaillait pour la CIA, est tombé amoureux de Cathy et l'aurait aidé à fuir ce cercle infernal. When I rescued her on February the 8th, 1988, she didn't know her name, how old she was, or where she'd been. Pour ce couple, il n'y a pas de doute possible. MKUltra a bel et bien continué et le programme de dissociation est bien plus performant qu'avant. Je le rappelle une dernière fois, mais il n'y a aucun programme officiel qui s'appelle Monarch. Ne prenez pas donc tout ce que je dis pour argent comptant, c'est toujours une théorie. Et je vous le dis franchement, tant mieux, parce que tout ce qui gravite autour de ce projet est absolument horrible, c'est les enfers. La programmation Monarch serait donc le mélange d'une programmation MKUltra avec des rituels religieux, et je vous laisse deviner lesquels. Monarch présente 3 différences majeures avec la programmation MKUltra. Tout comme pour la dissociation MK, la victime serait droguée, isolée, brutalisée jusqu'à atteindre le fameux stade de transe. À ce moment, elle est reprogrammée, mais la première différence, c'est que la dissociation et programmation Monarch est accompagnée de danses frénétiques, d'incantations et de sacrifices, en somme, d'un rituel pseudo-religieux. L'objectif serait non seulement de créer plusieurs alters chez la victime, mais aussi d'ajouter une entité mystique au sein de ses personnalités. Cette entité, qui prendrait la forme d'un démon, provoquerait chez le dissocié une soumission absolue à ses programmeurs. Il serait la personnalité dominante du dissocié, celle qui commet les pires actes et interdit aux autres personnalités de trahir les programmeurs. La victime deviendrait donc ce que Ted Gunderson appelle un super esclave. La deuxième différence avec MKUltra, c'est que la programmation Monarch ne serait efficace que sur un seul type de personnes, les enfants de moins de 6 ans. These are papers in leading psychiatry journals, where she as the author describes children as young as 5 getting LSD, mescaline, psilocybin, other hallucinogens in street-level type doses for days, weeks, months, and in some cases years at a time. D'après ses enquêtes, Mark Phillips pense que la programmation Monarch utilise des enfants de moins de 6 ans car le cerveau enregistre tout. Ils sont dans ce qu'il appelle une transe hypnotique permanente. La plasticité de leur cerveau et leur imagination permettraient aux programmeurs d'implémenter une entité mystique durablement chez les enfants. Enfin, la troisième différence concerne les objectifs d'une programmation Monarch. Voyant l'efficacité de MKUltra, la CIA aurait utilisé cette programmation pour obtenir le contrôle de différents leviers de pouvoir. Ils auraient placé des personnes sous programmation Monarch non seulement en tant qu'agents de la CIA, mais aussi comme esclaves sexuels d'élite, comme des stars internationales, voire même des personnalités politiques. When you step out of line with the political stuff and like you start waking up and they see that, oh shit, they're coming to whack your ass, fucking knock you over, like pump you up with some fucking pills and like reprogram your brain because it's like, oh shit, his MKUltra is breaking down. Cette programmation aurait 4 stades distincts, 4 niveaux qui détermineraient l'utilisation du super esclave en fonction des besoins de la CIA. Tout d'abord, la programmation alpha, c'est celle qui est la programmation basique MKUltra. La victime développe un trouble dissociatif de l'identité avec des murs amnésiques qui cloisonnent les personnalités. Puis la programmation bêta, qui est celle visant à éliminer toute forme de morale chez la victime et de stimuler ses instincts sexuels primitifs. Cette programmation serait utilisée sur les futurs mannequins, top modèles et stars de la pop. Les enquêteurs du projet Monarch soulignent le nombre de stars présentant des signes de troubles de la personnalité. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Brittany. Yeah, it was weird. La troisième programmation, appelée Delta, est celle des tueurs, agents spéciaux et soldats d'élite. C'est celle qu'aurait par exemple subi Claudia Melen et qui a illustré le film Jason Bourne. La dernière programmation, du nom d'Omega, serait celle de l'autodestruction. Quand le dissocié montre des signes de rébellion ou qu'il n'est plus utile au groupe, les programmeurs activeraient cette programmation pour que la victime devienne de moins en moins crédible en cas de témoignage. Because of my rebellion and growing lack of cooperation, they gave up on me as a spy assassin. Consequently, the last 2 years, 1974 to 1976, Dr. Green used various mind control techniques to reverse the spy assassin messages to self-destruct and death. Cette programmation serait celle d'Alice, le personnage incarné par Nicole Kidman dans le film Eyes Wide Shut. Ce film, pour le moins complotiste, aurait été la dénonciation du programme Monarch par le grand réalisateur Stanley Kubrick. Dans ce film, on a des scènes particulièrement perturbantes de rituels. D'ailleurs, juste comme ça pour l'anecdote, Stanley Kubrick a montré le montage final d'Eyes Wide Shut le 1er mars 1999 aux dirigeants de Warner Bros. Et 6 jours plus tard, le réalisateur décède d'une crise cardiaque. Quand le film sort 4 mois plus tard en salle, des proches du réalisateur auraient dénoncé le retrait d'une trentaine de minutes du film. Ces scènes auraient montré justement que les victimes de ces rituels sont des enfants. Mais bref, refermons cette parenthèse pour nous intéresser à comment se déroulerait une programmation Monarch.
Et pour ça, on va s'intéresser aux travaux de cette femme. Elle, c'est Kim Noble, une artiste peintre anglaise. À partir de ses 14 ans, Kim fait régulièrement des séjours en hôpital psychiatrique. On lui diagnostique un TDI et pendant une vingtaine d'années, entre ses séjours en hôpital, Kim développe aussi une passion pour la peinture. La grande particularité de cette artiste, c'est qu'elle n'est pas seule à peindre. En fait, toutes ses altères peignent. Certaines peignent des paysages, d'autres des personnages et d'autres des thèmes beaucoup plus sombres. Je vous montre quelques-uns des tableaux de Ria Pratt, l'une des personnalités de Kim. Ouais, ça fait froid dans le dos. Mais la peinture qui va le plus nous intéresser, c'est celle-ci. Ce tableau s'appelle Seven Level. Elle a été peinte par Kay, une autre personnalité de Kim. À première vue, ce tableau, en plus de n'être vraiment pas esthétique, il ne veut rien dire. Mais en y regardant de plus près, une chose nous frappe. Déjà, il y a 7 étages distincts. Si par exemple on s'attarde sur le 3e, on y voit plein de petits bonhommes séparés, mais comme attirés vers l'étage 4. Alors qu'à l'étage 6, on y voit une route et des arbres. Kim Noble n'a jamais voulu expliquer son tableau. En fait, elle dit que c'est plutôt son alter Kay qui l'a peint, mais Kay est un de ses alters qui refuse de parler à la presse. Are you painting from memories from your childhood? Yes. These things happen. And children get hurt. Pour les enquêteurs du MK Ultra comme Alexandre Le Breton, Kim Noble a dans l'enfance subi une dissociation monarque et ce tableau représenterait les 7 étapes de la programmation. Allez, approchons-nous un peu de chaque étage. Nous voici dans le premier étage, la naissance en enfer. On y voit des corps, des croix retournées et des mots comme Satan, aucune aide, sang. Le deuxième nous éclaire un peu plus. Cet étage représenterait les chocs traumatiques. On y voit des scènes de torture, des électrochocs et des rituels. Cet étage nous prépare pour la suite, la dissociation. Ici, les personnalités sont fragmentées et séparées par des murs. Elles représenteraient les alters créés par les chocs traumatiques, mais toutes convergent vers une seule et même voie. La 4e étape est l'une des plus intéressantes, car elle serait la structuration et le conditionnement de ces personnalités. Les signes du zodiaque désignent les particularités des différentes personnalités, et l'œil surveille leur fonctionnement au milieu de l'arbre de vie de la Kabbale qui souligne l'ésotérisme de la personnalité principale. Nous voici maintenant à la 5e étape. Elle désignerait l'entraînement pratique de ces personnalités. Un apprentissage chaotique mais rigoureux avec différents codes pour activer les personnalités du dissocié. La phase 6, c'est une libération du conditionnement, mais une libération relative car à sens unique. Tout ce qui n'est pas dicté par les programmeurs est flou, qu'une seule voie est possible. Enfin la dernière phase, c'est l'épanouissement. Cet étage représente le ciel de la phase 6. Le dissocié s'habitue à son état, mais la présence de l'œil signifierait qu'il reste toujours surveillé par ses programmeurs. Pour Mark Phillips et Cathy O'Brien, le processus de programmation monarque s'appelle la cérémonie de résurrection. Ce nom est plutôt intéressant parce qu'il fait directement écho au nom de monarque. Monarque, ça désigne un papillon, le papillon monarque. Le monarque est l'un des plus grands de son espèce et est connu pour traverser d'immenses distances pour ensuite retourner au printemps là d'où il vient. La CIA aurait choisi ce nom car comme ce papillon, les victimes de ce programme passeraient par plusieurs phases. Tout d'abord la phase chenille, limitée et n'ayant pas conscience de la suite. Puis le cocon, métaphore du processus de programmation, une petite mort, puis la rupture de la chrysalide, la résurrection, et le dissocié devient libre et capable de voler. La dimension de petite mort et de renaissance est intéressante car les prétendues victimes de cette programmation disent avoir vécu une NTO, en français mort imminente. En 2001, Svali, une victime prétendue de cette programmation, décrit le processus de dissociation monarque en insistant sur le moment où elle s'est vue mourir. Elle dit qu'à ce moment, les programmeurs ont gravé une personnalité mystique en elle. Après l'avoir sauvée d'une mort certaine, les programmeurs auraient convaincu Svali qu'elle devait sa vie à cette nouvelle entité et par conséquent lui obéir. Sasha is my alter ego. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved. Nothing like Sasha. You have an alter ego when you go on vacation. Yeah, I can't go on a vacation right now because I just can't deal with Gail. Okay, why did you name her Gail? I didn't. You have many different alter egos, right? Oh yes. Roman is one, and then you Roman is one, Barbie's one. She's like the little innocent girl. Alors aujourd'hui, si tant est qu'un tel programme existe, quelle forme il prendrait ? Eh bien pour ceux qui y croient, les super esclaves sous programmation monarque ne se trouvent plus seulement dans les labos clandestins de la CIA, mais ils sont là, à la télévision. Ce sont des présentateurs télé, des stars internationales, des grands sportifs et même des politiques. D'ailleurs, il existe de nombreuses vidéos qui montrent des espèces de bugs publics de personnalités célèbres. Pour les théoriciens de monarques, il s'agit de preuves que ces personnes ont subi une programmation. Et les plus complotistes font même jusqu'à dire qu'une élite satanique nous dirige et qu'ils répandent de façon subliminale leur culte à travers la culture populaire.
Mais laissons ça de côté, sans partir trop loin, en s'appuyant seulement sur les fichiers déclassifiés des programmes MKUltra et les témoignages les plus crédibles des victimes ayant subi ces programmations. Comment croire que les techniques de dissociation développées par Shiroishi dans la section 731, par Kurt Blomer à Dachau puis à la CIA, Ewen Cameron, Sargent, Gottlieb et les centaines d'autres psychiatres dont on a parlé, comment croire que ces 2 décennies de recherche et ces milliards de dollars d'investissement, que tout ça aurait abouti sur rien? Admettons même que le projet MKUltra se soit vraiment arrêté en 1973. Il est quand même difficile de croire que les techniques découvertes par ces projets aient tout simplement cessé d'exister. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, je sais que le sujet n'était pas simple à digérer. En tout cas, s'il vous intéressait, je vous recommande chaudement ma vidéo sur la CIA pour en apprendre plus. Et puis si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Encore merci aux partenaires de cette vidéo, Holzkern. N'oubliez pas, vous pouvez profiter d'une réduction avec mon lien en bio. Sur ce, mes amis, à très bientôt.